Aujourd'hui, nous avons la chance d'aborder un sujet passionnant et ultra connecté à l'actualité de vos projets. C'est comment optimiser ton projet grâce à l'IA générative. Et pour en parler, nous avons le grand plaisir d'accueillir Sarah de Proximia. Un immense merci à vous, Sarah, pour votre présence aujourd'hui, pour votre temps et pour le partage de votre expérience et expertise. Sans plus attendre, je vous laisse la parole et bon webinaire à tous. Merci beaucoup. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui, hein. Donc pendant cette heure et demie, donc on dispose voilà de ce temps privilégié, hein, pour débattre justement sur une thématique. Vous l'avez très bien introduit, sur une thématique passionnante, d'actualité, qui suscite plein de questionnements, hein, vous vous en doutez. Donc là, l'objectif, voilà, c'est peut-être d'éclaircir au travers de cette heure et demie. Déjà, de quoi parle-t-on? Quand on parle d'IA, c'est pas forcément une évidence, hein. Donc peut-être voilà, repréciser justement certains termes techniques et puis en tout cas vous transmettre les fondamentaux de l'IA générative à ce niveau-là. Et puis aussi, bien évidemment, de faire le parallèle avec vous, hein, votre projet entrepreneurial. Vous allez probablement, on aura ce temps enfin, privilégié justement d'en parler au travers de cette dernière demi-heure, hein, qui est plus dédiée à des questions-réponses. Mais eh bien, comment justement j'intègre concrètement, de manière opérationnelle, eh bien, l'IA dans la construction, dans l'élaboration de mon projet professionnel et mon projet entrepreneurial. Voilà. Donc, en préambule, vraiment, je remercie Pépite Sanval de Loire, bien évidemment, et puis Angela Altesse Mathieu, hein, qui m'a accordé sa confiance justement pour animer ce webinaire. Et donc, je suis ravie d'être parmi vous. Donc, très brièvement, parce que c'est pas du tout ça le cœur du sujet aujourd'hui, je me présente. Donc, je m'appelle Sarah Bureau. Moi, j'ai un double parcours de formation. J'ai un master en entrepreneuriat. J'imagine que ça doit vous parler. Donc, en école de commerce à Tours. Et puis, un deuxième master en stratégie d'entreprise et puis un RH à l'IAE de Tours. Donc, avec des expériences professionnelles assez diversifiées. 3 ans dans le domaine du BTP, 2 ans dans le domaine de l'industrie chez France Bonhomme. 4 ans et demi dans le domaine du conseil, initialement sur une fonction de consultante RH. Et puis, en fait, j'ai été confrontée, au travers de mes accompagnements et bien, de mes clients, à des mutations, hein, du monde du travail, du monde professionnel, engendrées par l'arrivée en fait de l'intelligence artificielle générative. Ça, on va en reparler ultérieurement. Et donc, ça m'a passionnée. Ça m'a passionnée ces transformations du monde du travail. Et donc, je me suis formée notamment par le biais d'HEC, eh bien, à savoir comment intégrer véritablement l'IA dans une organisation du travail d'un point de vue stratégique, mais également d'un point de vue opérationnel. Et donc, il y a à peu près 1 an, je quitte la structure dans laquelle j'évoluais pendant 4 ans et demi pour en fait me lancer vraiment dans cette aventure entrepreneuriale et eh bien justement lancer mon cabinet conseil Proximia qui a vocation à accompagner les structures privées ou publiques, hein, sur le volet intelligence artificielle générative. Voilà. Donc, hop, ce que je vous propose dans un premier temps, parce que là aussi, dans le domaine de l'IA, on a tendance à beaucoup jargonner, donc peut-être que ça mérite eh bien, recommandation de contenu, la classification de contenu. Donc ça, IA qui était plutôt destinée à des experts, hein, qui savaient la manipuler, qui savaient l'appréhender, vraiment, qui détenaient des compétences spécifiques pour eh bien l'appréhender. Versus l'IA générative, que vous connaissez tous, hein, clairement, notamment associée à divers outils, hein, que vous utilisez probablement actuellement. Mais en fait, de quoi s'agit-il? Eh bien, c'est une IA, c'est une intelligence artificielle en capacité de générer du contenu original, du contenu qui n'existait pas auparavant. Et donc là, vous allez me demander quel type de contenu? Il y en a 4 qu'on identifie: du texte, du son, de l'image et de la vidéo. Donc voilà, il faut vraiment faire la distinction entre l'IA non générative qui était vraiment qui existait depuis pas mal d'années et qui était spécifique, hein, à certains professionnels qui savaient l'appréhender, IA générative, qui maintenant est rendue accessible, et donc qui, en fait, qu'est-ce qu'on voit? On passe en fait d'un marché qui était plutôt de niche, hein, avec des experts compétents dans le domaine,
à une technologie grand public que vous-même, jeune entrepreneur, êtes en capacité d'utiliser. Donc, là aussi, on assiste à une déferlante IA. Les experts qualifient justement de déferlante IA. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va extrêmement vite. Là aussi, quelques chiffres justement qui vous montrent, qui témoignent de la montée en puissance de l'IA générative dans le monde professionnel. Pour atteindre les 100 millions d'utilisateurs, le téléphone mobile a mis 16 ans, Internet a mis 7 ans et ChatGPT a mis 2 mois. Donc, on assiste à un réel boom, hein, clairement, à une réelle transition, à une réelle transformation justement du champ professionnel engendrée, impactée par l'IA générative. Donc, là aussi, comment ça fonctionne? Parce que c'est intéressant, alors bien évidemment, sans rentrer dans le détail, hein, le niveau de détail trop complexe justement à comprendre d'un point de vue technique, mais il faut comprendre la base. Comment ça fonctionne? L'IA générative, clairement, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas d'affect, hein, clairement, dans cette IA. C'est uniquement un modèle probabiliste. Donc, en fait, comment ça fonctionne? Eh bien, l'IA, elle a été nourrie par des millions de données, hein, de millions de textes, des millions d'écrits, etc., donc par l'humain. C'est l'humain qui a nourri cette technologie. Et donc, comment elle fonctionne? Eh bien, à chaque mot que vous lui renseignez, elle devine quel est le mot le plus suivant, le plus probable. Là aussi, je prends un exemple très simple. La phrase, donc imaginons, vous mettez sur ChatGPT, le chat dort sur le. Eh bien, l'IA, comment elle va calculer ses probabilités? Elle va penser que 90% de chances que le mot suivant soit canapé, 5% de chances que le mot suivant soit tapis et 1% de chances que le mot suivant soit nuage. Donc, d'où la nécessité, et je reviendrai sur cette thématique-là dans quelques slides, mais d'où la nécessité impérativement en fait de bien savoir prompter, de bien savoir converser avec l'intelligence artificielle, parce que forcément, parfois, vous obtenez des résultats qui ne sont pas forcément hyper satisfaisants, mais parce que justement, c'est en lien avec la façon dont vous avez transmis la requête, rédigé la demande à l'intelligence artificielle. Donc, attention à ça. Voilà, point de vigilance là-dessus, sur la notion de prompt. Donc, là aussi, très simple, ce que je vais vous demander dans l'espace conversation, dans l'espace chat, eh bien, c'est de me dire si vous connaissez ces différents outils. On va commencer par l'outil en haut à gauche. Est-ce que vous pouvez me dire de quel outil s'agit-il? D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres réponses? Oui. Donc, si je comprends bien, consensus, c'est ça au niveau de ChatGPT. Donc, vous avez bien évidemment raison, hein. ChatGPT, je rappelle, donc outil américain, hein, outil qui est proposé par OpenAI. Peut-être que vous avez entendu parler, c'est extrêmement médiatisé, hein, justement, toute l'ascension d'OpenAI. Et donc, vous avez raison, ChatGPT. OK. Juste à côté de ChatGPT, en haut au milieu, est-ce que vous pouvez me dire de quel outil s'agit-il? Oui, d'accord. OK. Donc complètement. Donc en fait, là, vous avez raison, hein. Donc l'entreprise qui est à l'origine justement de cet outil, c'est Mistral. Mistral. Euh, et l'outil en lui-même s'appelle le chat. Donc le chat de Mistral. Vous l'entendez souvent justement médiatisé, hein, de cette manière-là. Et donc ça, vulgairement, eh bien, si je puis dire, c'est le chat GPT français. C'est la solution en fait française qui permet une certaine souveraineté nationale justement au niveau de la conservation des données. OK. À côté de Mistral, est-ce que vous pouvez me dire, de quel outil s'agit-il? Oui, d'accord. Copilot, là aussi, hein, vous avez complètement raison. Copilot développé par Microsoft. Microsoft, donc nationalité américaine, hein, clairement de la solution. Et Copilot, pardon, elle est souvent en fait utilisée notamment par les professionnels parce que, reliée justement aux personnes qui utilisent en fait Microsoft 365. Donc c'est souvent en fait directement embarqué sur les ordinateurs des professionnels. C'est pour ça qu'elle est plutôt connue cette solution. OK. En bas à gauche, est-ce que vous êtes en capacité de me dire, de quel outil s'agit-il? Oui, complètement. Claude, là aussi, petite précision, Claude d'Anthropic, donc c'est la boîte qui est derrière justement Claude, c'est Anthropic, hein. Et là aussi, donc boîte américaine, vous avez peut-être entendu parler justement aussi de cette guerre, hein, qui s'instaure entre OpenAI et Anthropic. Pour différentes raisons, il y a eu aussi une vague de migration, hein, des licences justement de ChatGPT à Claude. Pourquoi? Parce que d'un point de vue éthique, ça a posé problème à certains, à pas mal justement, un panel assez large d'Américains et aussi d'Européens
eh bien que en fait ChatGPT, que OpenAI accepte eh bien de signer un accord avec le Pentagone, hein, justement pour transmettre de la donnée pour la construction d'armes semi-autonomes et aussi eh bien pour la reconnaissance faciale en cas de conflit, en cas de guerre. Donc ça a posé problème. Alors que Anthropic, donc la structure derrière Claude, eh bien a refusé catégoriquement hein, de signer cet accord-là. Et donc, forcément, ça a incité pas mal de professionnels, justement, de basculer de ChatGPT à Claude. Alors, raison éthique, mais pas seulement. Raison aussi de performance technologique, hein, on se l'avoue. Clairement, là, depuis quelques mois, eh bien, Claude est en train de prendre l'ascendant, clairement, sur le marché hein, de l'IA générative. Parce que quoi? Parce qu'en fait, ils sont en train d'implémenter un tas de fonctionnalités de plus en plus performantes. Hein. Clairement, peut-être que vous avez entendu parler, justement, depuis quelques jours, depuis une semaine, moins d'une semaine, eh bien, qu'il y a eu deux modèles qui sont sortis justement de Claude, Fable 5 et Mythos, et voilà, qui sont récemment sortis et qui posent des problématiques justement parce qu'en fait, il y a nécessité de mettre des garde-fous, garde-fous parce que la technologie est trop performante et trop puissante que, eh bien, ça inquiète notamment les États-Unis, eh bien, de proposer une solution tellement aussi performante à des utilisateurs qui ne sont pas forcément aussi sensibilisés que ça. Donc voilà, donc nécessité justement de border les choses. Mais Claude, vous avez complètement raison. Ok, je passe à l'outil suivant. À côté de Claude, en bas au milieu, de quoi s'agit-il? Est-ce que vous êtes en capacité de me dire? Est-ce que ça vous évoque quelque chose? Non? Non? Alors, là aussi, un outil, peut-être, et justement, je vais vous faire la démonstration tout à l'heure, mais un outil qui peut être intéressant même pour vous en tant qu'entrepreneur, c'est l'outil qui s'appelle Gamma, G-A-2-M-A, qui est un des leaders sur le marché dans la conception de slides, dans la conception de decks. Si vous avez par exemple des decks à réaliser pour eh bien, présenter, promouvoir justement votre projet entrepreneurial, eh bien ça, c'est un outil qui est gratuit initialement. Alors souvent aussi, vous faites le constat que les outils d'IA générative, c'est des outils freemium, hein, c'est-à-dire qu'il y a une partie gratuite et après, en fait, dès que vous souhaitez eh bien, ajouter de la fonctionnalité, ajouter peut-être plus de crédit, vous basculez sur un forfait payant. Mais en tout cas, Gamma, vous avez la possibilité vraiment d'avoir quand même pas mal d'accès gratuits pour eh bien, concevoir vos propres PowerPoint, vos propres slides. Donc ça, je vais vous faire la démonstration après. OK. Donc Gamma, américain, hein, c'est des anciens de Google AI qui ont quitté la structure et en fait qui ont développé leur projet qui s'appelle Gamma. Donc G-A, deuxième A si vous souhaitez tester. OK. Et à côté de Gamma, en bas à droite, est-ce que vous êtes en capacité de me dire de quel outil il s'agit? Oui, complètement. Donc ça, vous êtes au fait. Hein. Donc Perplexity, exactement. Perplexity, ça permet quoi? En fait, déjà, ça se distingue notamment de ChatGPT parce que les sources sont beaucoup plus fiables. Hein. Clairement, ils ont fait le travail nécessaire pour eh bien, fiabiliser justement les sources eh bien, sur lesquelles reposent les résultats que sont générés par l'IA. Donc, il y a cette fiabilité hein, des sources. Et puis, il y a aussi l'actualisation des données, l'actualisation justement des éléments qui sont transmis par l'IA. Clairement, Perplexity est beaucoup plus actualisé qu'un ChatGPT ou un autre LLM, hein, clairement, qui existe sur le marché. Donc, là aussi, si vous avez des questions plus techniques, plus pointues sur un domaine, plus sur un sujet, que ce soit domaine RH, domaine de la comptabilité, domaine justement juridique, etc., ou des recherches documentaires à effectuer, des benchmarks, des études de marché, priorisez peut-être Perplexity pour la véracité justement des informations, la fiabilité et l'actualisation des données. Donc ça peut être intéressant pour vous. OK, on continue. Donc, là aussi, il y a un cadre réglementaire hein, qui peut-être dont vous avez entendu parler récemment, mais parce qu'en fait, il est entré en vigueur le 1er août 2024. Il a tardé à mettre en place et il tarde à se mettre en place clairement. Alors, avec une date clé à retenir, c'est août 2026, où là, justement, on devrait eh bien, s'intensifier hein, le niveau de vigilance au niveau de l'application de ce cadre réglementaire européen. Donc, cadre réglementaire européen IA Act qui s'applique par définition aussi sur le territoire français. Hein, clairement, et qui est concerné toutes les organisations, donc quelles qu'elles soient, hein, voilà, de tout type. Et en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont classé les systèmes, les outils d'intelligence artificielle en quatre catégories, allant du risque minimal ou nul au risque inacceptable. Et donc, en fait, là, progressivement, ce que ça permettra,
eh bien, ça permettra de savoir si est-ce que vous utilisez justement dans votre activité entrepreneuriale des outils qui ne présentent pas trop de risques sur certaines tâches que vous effectuez, ou si c'est des outils, notamment par exemple, vous pouvez aussi en créer, pardon, en concevoir. Et donc, si c'est des outils, par exemple, que vous concevez, eh bien, est-ce que ces outils présentent un risque élevé ou un risque inacceptable? Donc ça, il n'y a pas pour le moment de matrice qui stipule tel outil se situe dans telle ou telle catégorie. Néanmoins, progressivement, il va y avoir une vigilance là-dessus. Bien évidemment, là, c'est une vision très simplifiée que je vous donne justement au niveau de ce cadre réglementaire européen. Mais néanmoins, je vous invite à aller voir bien, ce qui se passe. Peut-être aussi, par exemple, demander à Perplexity en disant, voilà, moi, je suis un jeune entrepreneur, clairement, qui conçoit un projet dans tel ou tel domaine. Clairement, indique-moi bien, comment pourrait s'appliquer le cadre réglementaire de l'IA Act pour mon activité professionnelle. Ça peut être intéressant justement de transposer et de voir justement bien spécifiquement pour vous comment ça va s'appliquer. Voilà, petit tips à ce niveau-là. Donc, là aussi, quand vous utilisez l'IA générative, c'est intéressant justement d'avoir cette prise de conscience, notamment sur le plan environnemental. Vous en doutez, il y a aussi des impacts qui sont notables, clairement. Quelques chiffres significatifs. Une requête de 400 tokens. 400 tokens, ce sont des mots ou des groupes de mots sur ChatGPT. Ça consomme 6 fois plus qu'une recherche Google classique. Donc là aussi, progressivement, on observe qu'il y a des modes justement des façons de faire qui évoluent, notamment pour les jeunes générations. Peut-être que vous êtes concernés, peut-être que voilà, ça fait partie maintenant de votre quotidien de manière complètement importante. C'est-à-dire que en fait, vous ne passez plus, vous transitez plus par Google pour faire une recherche, mais en fait, vous allez directement sur une IA générative et notamment sur ChatGPT pour demander une information, pour aller chercher de l'information de manière beaucoup plus optimale. Donc là aussi, ça a un impact environnemental, donc ça nécessite voilà, d'avoir une certaine prise de conscience à ce niveau-là. OK. La création d'une image en haute définition par l'IA, elle consomme autant d'énergie que la recherche complète d'un téléphone portable. Là aussi, deux choses à se dire à ce niveau-là. Est-ce que c'est essentiel? Est-ce que c'est juste judicieux? Est-ce que c'est justifié bien que je crée cette image que je souhaite avec l'IA générative ou est-ce que je peux avoir éventuellement recours à une banque d'images gratuite, etc. Est-ce que je peux avoir une solution alternative qui coûte d'un point de vue qui coûte moins d'un point de vue environnemental et si ça s'avère essentiel justement pour votre activité, ce que je vous invite à où vous allez générer 20, 30 fois une image parce qu'à chaque fois, il y a un détail qui ne vous satisfait pas. Donc ça, essayez vraiment de bien poser votre compte, de bien être clair dans la commande que vous allez passer à destination de l'IA pour éviter ces allers-retours et la génération d'images de manière exponentielle. Voilà. Et dernier chiffre aussi, les data centers liés à l'IA et aux crypto-monnaies ont consommé en électricité près de 2% de la consommation de la production mondiale. Là aussi, chiffre qui commence un peu à dater. Donc, bien évidemment, on est sur des chiffres qui sont de plus en plus importants à ce niveau-là. Voilà. Là aussi, peut-être que vous pouvez tester ça. Il y a un outil qui a été proposé justement au plan à l'échelle du territoire français qui s'appelle Comparia. Donc là, voilà, que je vous mets sur la slide et qui permet en fait, à partir d'un prompt que vous allez déposer, donc vous mettez votre prompt, vous mettez votre requête que vous souhaitez justement faire à l'IA, et ça va vous dire, ça va comparer les différents outils d'IA, donc ChatGPT, Mistral version française, DeepSeek par exemple, l'IA chinoise, etc. Ça va comparer un certain nombre d'IA et ça va vous dire quelle est l'IA qui consomme le moins par rapport à votre requête, par rapport à votre compte. Donc ça aussi, c'est intéressant en termes de prise de conscience, c'est-à-dire que si vous souhaitez justement vous inscrire dans une utilisation de l'IA qui est plus responsable, qui est plus écologique, vous avez le moyen de savoir quel outil prioriser justement dans le fait de l'intégrer dans votre activité entrepreneuriale. Alors, concrètement, pour un jeune entrepreneur, quelles sont les bonnes pratiques? Là aussi, j'ai pas bien évidemment été exhaustive parce il y en aurait plein. Néanmoins, je peux vous en citer quatre. Première bonne pratique, c'est faire de l'IA un allié dans le développement de son projet entrepreneurial. En aucun cas, l'IA ne se substitue à votre expertise, à votre compétence à un métier, à votre compétence du domaine, à votre compréhension justement de l'environnement dans lequel vous allez évoluer et dans lequel vous allez
inscrire votre projet entrepreneurial. Donc voilà, faut en faire un soutien, faut en faire un appui, mais en aucun cas, eh bien, c'est l'IA qui va voilà, prendre justement l'ascendant sur votre expertise métier. Deuxième bonne pratique, toujours, et ça j'insiste vraiment jamais trop, hein, clairement, toujours relire, vérifier et adapter les contenus générés par l'IA. C'est essentiel, hein, on voit qu'il y a trop d'erreurs parfois qui sont aberrantes, hein, justement liées à des résultats qui sont générés par l'IA générative et qui ne sont pas forcément revérifiés par l'humain après. Donc vraiment, vérifier systématiquement. On sait qu'il y a des hallucinations. Des hallucinations, eh bien, c'est des erreurs que commettent les IA génératives et qui paraissent vraiment eh bien, réalistes, hein. Donc, faites attention à ces hallucinations. On sait aussi que dans les IA, il y a des biais. Il y a des biais justement de perception, c'est-à-dire que, par exemple, chaque IA va avoir des biais, c'est-à-dire que c'est des stéréotypes en fait qui sont présents déjà dans nos sociétés et qui sont reproduits en fait dans les IA génératives. Pourquoi? Parce qu'en fait, elles ont été nourries par les hommes et donc on duplique, on réplique eh bien ces stéréotypes qui sont présents dans notre société et qui se retrouvent bien évidemment dans les IA génératives et dans les résultats que génèrent ces outils. Donc attention à ça. Troisième pilier, troisième bonne pratique, c'est se former régulièrement et suivre les évolutions réglementaires. Ça, c'est vraiment crucial. Pourquoi? Bah parce que en fait là on fait voilà ce webinaire en juin 2026. On pourrait le refaire par exemple dans 6 mois, dans un an, parce que le panorama, parce que le paysage en fait de l'IA générative, il évolue quasi quotidiennement. Peut-être que voilà certains sont en veille justement à ce niveau-là, au niveau de cette thématique, mais vous faites forcément le constat qu'il y a des nouveaux outils, il y a des nouvelles réglementations, il y a des nouvelles caractéristiques, hein, composantes justement qui viennent bouleverser d'un jour à l'autre eh bien le paysage de l'IA et donc nécessiter peut-être voilà de sanctuariser un temps voilà une fois par mois, une fois tous les 2 mois pour eh bien vérifier ce qui est de nouveau, ce qui a été fait de nouveau justement sur le marché de l'IA générative, est-ce qu'il y a des nouveaux outils qui pourraient eh bien venir soutenir le développement de mon projet entrepreneurial, etc. En fait, il faut s'inscrire vraiment dans un processus de veille en continu et de veille récurrente. Et donc, suivre les évolutions réglementaires, ça vous vous en doutez bien, notamment en plus avec l'arrivée de l'IA Act de manière beaucoup plus offensive à partir d'août 2026. Donc, faites attention à ça. Et dernière bonne pratique, eh bien, comprendre les bénéfices et les limites de l'IA. Là aussi, l'idée, c'est pas de se dire l'IA, c'est la solution miracle, c'est pas la solution utopiste, hein, clairement, on n'est pas du tout là-dedans. Néanmoins, ça demande d'appréhender qu'il y a certaines limites, hein, clairement. Là, je vais vous donner certaines erreurs à éviter. Mais voilà, c'est de se dire, on recontextualise, on repositionne eh bien, l'IA, qui est un outil, une technologie au service de l'expertise au service eh bien, de l'intelligence humaine. Clairement, ça ne se substitue pas, surtout pas. Donc voilà, ça nécessite en tout cas d'avoir les deux aspects dans votre compréhension de l'IA pour avoir un usage vraiment maîtrisé de cette technologie-là. Alors, quelles sont les erreurs à éviter? Je vais juste hop, me décaler pour que vous puissiez voir. Donc là, saisir des données sensibles et personnelles, peut-être que vous avez été sensibilisé justement à cette notion-là, mais on ne met pas tout hein, sur l'IA parce que ça peut poser vraiment des réels soucis, hein, des réels problèmes justement pour les personnes qui vont déposer n'importe quel document confidentiel ou sensible sur cette technologie. Donc, pas de nom, pas de données personnelles, pas de données de clients. Là aussi, par exemple, si vous souhaitez justement accélérer votre prospection commerciale, des choses comme ça, attention au risque RGPD. Ne mettez pas tout et n'importe quoi sur l'IA parce que là aussi, ça pourrait mettre en péril votre projet entrepreneurial et mettre en péril votre future structure. Donc attention à ça, vraiment, c'est juste essentiel. Deuxième erreur à éviter, c'est ne pas importer des documents stratégiques ou non publics, risque de fuite d'informations. Ça rejoint en fait la première brique, mais c'est de se dire, vous avez la possibilité de déposer des documents, de déposer des pièces jointes dans les IA génératives. Alors, soit vous anonymisez certains documents qui sont essentiels justement dans le fait de travailler avec l'IA, donc ça, c'est la possibilité, mais attention de bien anonymiser, c'est-à-dire de supprimer intégralement les contenus qui vous posent problème, de pas les griser ou de pas les flouter, parce qu'en fait, l'IA est en capacité de capter l'information, même si elle est floutée ou même si elle est grisée. Donc ça, attention à ça. Et éventuellement, s'il y a des documents qui posent trop problème, attention justement à ne pas les mettre. Hein. Clairement, ne prenez pas le risque parce que voilà, attention justement aux retombées qu'il pourrait y avoir après au terme de votre saisie justement de ces documents dans l'IA. Troisième erreur à éviter, le fait de ne pas publier en fait directement de contenu généré par l'IA sans relecture, vérification et validation d'un expert métier. Ça aussi, on le voit de plus en plus. L'IA accélère, va booster votre performance, va booster par exemple la capacité à écrire des posts sur LinkedIn, des posts
pour les réseaux sociaux, la conception de supports de communication, la rédaction d'études de marché, de benchmark, etc. Ça, on le sait. Mais néanmoins, ça nécessite systématiquement une validation humaine, hein, clairement, des propos qui ont été générés par l'IA, parce qu'il peut y avoir des erreurs, des hallucinations, des biais. Et donc, du coup, faites attention à ne pas avoir voilà, des grosses bévues justement dans vos rapports, parce que en fait, vous n'avez pas pris le soin en fait, de vérifier ce qu'a généré l'IA. Ça, vraiment, attention à ça. Et quatrième erreur à éviter, ignorer les règles de propriété intellectuelle et de ne pas citer ses sources lorsque cela est nécessaire. Oui, attention, par exemple, là aussi, si je vais vous montrer notamment un exemple de conception d'affiches avec l'IA générative, si vous souhaitez par exemple conceptualiser ou créer un univers visuel pour votre projet entrepreneurial, attention à ça. Et si par exemple vous mentionnez inspire-toi d'un artiste, inspire-toi d'une œuvre en particulier, attention justement à les questions de propriété intellectuelle. Ça peut poser problème. Donc faites attention à ça. Essayez justement de ne pas partir, de ne pas mentionner ça dans le prompt parce que ça pourrait vraiment vous poser des problèmes justement après. Ok, donc au niveau justement des cas d'usage hein, qui sont déjà travaillés par des entrepreneurs comme vous, hein, vos homologues, clairement à l'ère de l'IA. Là aussi, je reviens peut-être sur la notion de cas d'usage. On en parle beaucoup, tout le monde parle de cas d'usage à l'ère de l'IA, etc. En fait, les cas d'usage, tout simplement, ce sont les tâches qui sont travaillées avec l'IA, à l'aide de l'IA générative. Donc là, par exemple, qu'est-ce qu'on voit? Là aussi, la liste n'est pas du tout exhaustive, hein, bien évidemment, mais c'est pour vous donner des exemples bien, de tâches qui sont déjà travaillées bien, par vos homologues avec l'IA générative. Donc, notamment, par exemple, tout ce qui est idéation et positionnement et persona client. C'est-à-dire, ça permet, en fait, l'IA va permettre d'identifier des profils types, de formuler des problèmes récurrents, de comparer plusieurs positionnements possibles avant l'étude de marché. Ça, en tout cas, ça facilite. Là aussi, c'est toujours de la co-construction. Hein. C'est vous, votre expertise humaine, à l'aide justement bien, de cette technologie-là. Donc ça permet, ça facilite bien, la création d'un certain positionnement de votre marque, de votre branding ou de votre projet et l'élaboration aussi de persona client, de savoir bien, quelle va être votre cible d'un point de vue marketing et quelle va être votre cible que vous souhaitez adresser en priorité. OK. Deuxième bloc, il y a aussi toute la partie études de marché, veille concurrentielle, analyse sectorielle. Là, clairement, je vais vous montrer un exemple et notamment un outil qui permet de faire ça. Ça permet de synthétiser une étude de 40 pages, de comparer des concurrents, de repérer les tendances d'un marché. Bien évidemment, à vérifier en source, mais ça, voilà, ça paraît comme une évidence, hein, clairement, à ce niveau-là. Mais ça peut accélérer, en tout cas, cette partie veille concurrentielle et analyse sectorielle qu'on faisait avant, soit à la mano, soit à l'aide de Google, etc. Mais on passait beaucoup de temps. Et là, ça vient booster en fait cette partie vraiment benchmark, étude de marché. Ça, c'est intéressant à ce niveau-là. Il y a aussi une troisième brique qui est en fait l'élaboration du business plan et le pitch deck. Là aussi, business plan, c'est un travail fastidieux hein, et chronophage. Ça, on le sait parce que ça nécessite en fait de rassembler, de centraliser pas mal d'éléments justement à la fois des éléments que vous avez en tête, des éléments aussi de marché, des éléments que vous allez avoir, par exemple, par différentes parties prenantes, hein, etc. Donc ça, c'est vraiment votre business plan qui va pouvoir être notamment formalisé à l'aide de l'IA générative et sans parler du pitch deck, là aussi. Parfois, vous avez votre projet qui est plus ou moins abouti. On vous dit, voilà, dans 2 jours ou même le lendemain, vous avez un pitch à réaliser devant un jury ou devant un auditoire et vous n'avez pas forcément eu le temps de formaliser un deck, là aussi, c'est de se dire, OK, j'ai tous les éléments, notamment par exemple avec le business plan, avec euh, mon univers visuel, avec des choses comme ça, eh bien, je vais pouvoir m'aider de l'IA générative pour formaliser un pitch qui va être hyper clean, hyper pro, et je vais pouvoir aussi passer plus de temps, en fait, moins de temps sur la formalisation de ce pitch, mais néanmoins plus de temps sur le travail du discours, en fait, à apporter les éléments de différenciation, les arguments, justement, que vous allez pouvoir mettre en valeur en priorité. Donc ça permet justement, ça facilite cette partie-là. La partie quatrième brique, c'est la partie contenu marketing et réseaux sociaux. Ça, j'imagine que vous en doutez. Peut-être que certains d'entre vous aussi utilisaient déjà l'IA pour cette thématique-là. Mais notamment, ça permet de créer un site en quelques minutes, hein, de concevoir un post LinkedIn, de concevoir une newsletter, de faire des fiches produits de manière très professionnelle, de décliner en fait un même message en plusieurs formats et tonalités. Ça serait que l'IA est hyper performante là-dessus. Vous avez une ligne directrice et vous pouvez en fait la décliner en différents formats et bien pousser de l'information justement à différentes parties prenantes avec un discours adapté justement à chaque interlocuteur. Donc ça, c'est vraiment hyper intéressant justement
d'utiliser l'IA pour cette brique-là. Cinquième brique, analyse des ventes et avis clients. Bah oui, ça permet de synthétiser un tableau de CA, d'identifier des tendances, de lire en bloc les avis pour repérer les motifs récurrents. Sur la partie analyse vraiment de données, là aussi, par exemple, de piloter votre projet entrepreneurial de manière beaucoup plus optimale, de manière beaucoup plus qualitative qu'avant. Ça, c'est vrai que l'IA est aussi intéressant sur cette brique-là. Notamment, il y a un outil, par exemple, qui s'appelle GenSpark, qui permet en fait d'avoir un vrai pilotage au niveau de votre projet, notamment dans l'élaboration, dans la construction de tableurs Excel avec les formules directement injectées dans votre outil, etc. Ou éventuellement de basculer sur Claude, par exemple, pour faire des dashboards hyper qualitatifs pour avoir un vrai suivi de votre projet entrepreneurial, pour avoir des indicateurs, des KPI hyper actualisés, hyper formalisés, des choses comme ça, que vous pouvez aussi montrer, par exemple, à certains investisseurs, à certains business angels qui viendraient potentiellement justement et qui seraient intéressés par votre projet. Donc ça peut être aussi intéressant sur cette brique-là. Et dernière brique, la partie administrative. Ah oui, l'élaboration de documents pro, des devis, de la veille réglementaire. Là aussi, vous allez gagner du temps au lieu de faire les devis euh, à la mano ou par exemple des propositions commerciales ou même de la veille, alors qu'elle soit réglementaire ou de la veille métier, hein, ça peut être aussi intéressant. Bah là, ça va venir booster justement avec certains outils d'IA générative cette partie-là et ça va vous faire gagner un temps vraiment non négligeable pour bien travailler d'autres parties en parallèle parce qu'on sait que voilà, on est un couteau suisse hein, clairement quand on est entrepreneur et donc le temps gagné sur certaines parties, on peut l'injecter ailleurs très facilement. Donc ça c'est intéressant. Néanmoins, ce qu'il faut retenir, et c'est pour ça que je l'ai mentionné en fin de slide, mais l'IA, elle constitue une super base de travail. Clairement, ça, on ne peut pas la négliger. On ne peut pas dire que ce n'est pas une bonne base de travail. Néanmoins, ça nécessite de venir l'enrichir, de venir l'optimiser grâce à votre expertise métier. C'est pour ça que voilà, je ne cesse de le répéter, mais vous restez l'expert dans votre domaine. Clairement, c'est pas l'IA qui est expert. L'IA, c'est un outil plutôt généraliste hein, qui est bon partout et donc mauvais aussi sur certains plans. Ça, vous vous en doutez. Et donc, c'est votre expertise métier, votre expertise en tant qu'intelligence humaine hein, qui vient sublimer le travail qui est réalisé par l'IA. Donc, ce que je vous propose aussi, avant justement de vous transmettre une certaine méthodologie dans la façon de concevoir un prompt, est-ce que vous pouvez me dire comment vous procédez actuellement pour rédiger vos requêtes à destination de l'IA? Est-ce que vous mettez plutôt des mots-clés? Est-ce que vous avez une certaine méthode? Est-ce que vous conversez justement de manière plutôt naturelle avec votre intelligence artificielle? Comment vous procédez? Je converse de manière naturelle, Laura, d'accord. Est-ce que tout le monde est comme Laura ou est-ce qu'il y a il y a des divergences justement en termes de pratique? Je dis qui il est, d'accord, par exemple un expert juriste, puis je lui mets beaucoup de texte pour qu'il ait plus d'infos, d'accord. Ok, Timothy. Est-ce qu'on peut avoir un dernier peut-être retour d'expérience sur la façon de concevoir un prompt et puis comme ça après je vais vous transmettre cette méthodologie. Ça dépend de ce que je vais lui demander. Ok, donc pratique et évolutive, j'imagine, Mélissa, c'est ça en fonction de la tâche ou en fonction voilà, de l'objectif que vous visez au travers de ce que vous allez demander à l'IA. Ok, donc néanmoins, ça c'est pareil comme Timothy. Merci Andrea pour ce complément. Ce que je vous incite à faire, là aussi pour gagner vraiment en pertinence, en termes de qualité justement de résultats. Il y a une méthodologie, là aussi, il ne faut pas être effrayé au niveau de détails hein, que j'ai mis justement dans ce prompt-là. Là, on parle de prompt initial. Donc, en fait, c'est le premier prompt que vous allez mettre dans votre IA générative quand vous commencez une nouvelle conversation avec l'IA. Donc, toujours, et je crois que c'est Timothy qui a dit ça, toujours lui attribuer un rôle. Donc, ça, vous, en fait, vous lui faites incarner une certaine expertise métier à votre IA. Donc, c'est pour ça qu'on lui dit tuer, parce que c'est cette IA, c'est l'IA, justement, l'outil d'IA qui va incarner une certaine expertise métier. Donc, on lui dit quoi? Là aussi, j'ai pris un exemple voilà, qui va vous parler. Hein. On lui dit, tu es un jeune entrepreneur qui souhaite développer une activité de création de contenu et d'accompagnement en communication digitale à destination des TPE et PME de ton territoire. OK, donc on lui donne ce rôle-là. Donc ça, c'est le premier bloc obligatoire. Deuxième bloc obligatoire, ça, vous le faites plutôt naturellement, plutôt assez facilement. Néanmoins, parfois, ça manque peut-être un peu de détails, mais en fait, vous lui donnez une tâche, clairement. Prépare un plan de développement commercial, en l'occurrence, mais ça peut être, par exemple, créer des slides, ça peut être rédige un compte rendu de réunion, ça peut être structure une étude de marché,
créer un graphique, etc. Ça, vous le faites plutôt naturellement. Précisez, par contre, soyez vraiment le plus précis, le plus exhaustif dans la tâche, dans la description de la tâche que vous souhaitez lui confier. Donc là, on lui dit quoi? On lui dit prépare un plan de développement commercial permettant d'identifier les clients prioritaires, les canaux de prospection les plus efficaces et les premières offres de services à proposer. Propose également des actions concrètes pour trouver les 10 premiers clients. Donc ça, on lui attribue une tâche. OK, donc ça, deuxième bloc obligatoire, la tâche. Troisième bloc qui est facultatif, ça c'est vous qui décidez, vraiment, il n'y a aucune obligation à ce niveau-là. Est-ce que vous souhaitez par exemple lui pousser ou lui préciser une technique ou une certaine méthodologie dans la façon justement dont l'IA va structurer ta réponse? Donc là, on lui dit quoi? On lui dit adopte la posture d'un consultant expert en création et développement d'entreprise, structure ta réponse en 3 parties. Donc en fait, on lui pousse les 3 parties, on lui pousse la structuration de la réponse, analyse des opportunités de marché, stratégie commerciale et marketing, plan d'action les 90 prochains jours. Et là, on lui précise aussi, pour chaque recommandation, précise le niveau d'effort, le coût estimé et l'impact potentiel sur le développement de l'activité. Donc, on lui pousse une certaine méthodologie, une certaine technique, qu'il va prendre en compte. Donc ça, troisième bloc qui est facultatif, c'est la technique ou la méthode. Quatrième bloc qui est obligatoire, ça on l'oublie trop souvent, toujours préciser quel est l'objectif que vous visez au travers de la tâche que vous lui avez confiée. Donc là, on lui dit prépare un plan de développement commercial, ok, certes, mais pour quel objectif? L'objectif qui est visé, c'est de transformer mon projet entrepreneurial en une activité rentable et qui va permettre en fait de générer mes premiers revenus rapidement. Donc ça, on lui pousse cette information-là. Donc quatrième bloc obligatoire, il s'agit de l'objectif. Cinquième bloc obligatoire, c'est le contexte. Ça, vous le faites aussi plutôt naturellement. Et je crois qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui avait mentionné ça. En fait, plus vous donnez des éléments de contexte, plus la réponse va être bien évidemment adaptée, va être ad hoc, et donc va en fait bien répondre, bien comprendre en fait l'environnement dans lequel vous évoluez. Donc là, on lui dit quoi? Tu es étudiant et tu développes ce projet en parallèle de tes études, ton budget est limité, tu disposes de peu de visibilité et tu souhaites privilégier des actions simples, peu coûteuses et rapidement déployables. Tu es motivé, mais tu manques d'expérience dans le développement commercial. OK, il a ces informations-là, après il va composer avec. OK. Donc ça, cinquième bloc obligatoire, c'est le contexte. Sixième bloc obligatoire, ce sont les contraintes. Ça aussi, vous l'oubliez parfois. C'est-à-dire que, est-ce que vous avez un nombre de mots en particulier, un nombre de pages en particulier? Est-ce que vous souhaitez que le texte soit rédigé sous forme de bullet point? Est-ce que vous souhaitez que ça soit entièrement justement du rédactionnel? Est-ce que vous souhaitez un graphique, un tableau? Est-ce que vous souhaitez un visuel? Ça, précisez-lui vraiment. Et aussi, justement, préciser la tonalité. Est-ce que vous souhaitez une tonalité plutôt professionnelle? Est-ce que vous souhaitez une tonalité plutôt humoristique? Ça, vraiment, ça, vous êtes en capacité de préciser ces éléments-là à ce niveau-là. Donc, sixième bloc obligatoire, contrainte. Et là aussi, un petit tip supplémentaire, vraiment pour booster la pertinence des résultats qui vont être générés par l'IA. Ce qu'on appelle, en fait, il y a une septième brique, si je puis dire, qui s'appelle le prompt émotionnel. Et donc, en fait, c'est une phrase que vous allez rajouter systématiquement dès qu'il y a de forts enjeux dans la tâche que vous souhaitez confier à l'IA. Vous lui mettez la phrase suivante. Cette mission est très importante pour mon activité professionnelle. Et ça va booster, ça va venir renforcer vraiment le côté qualitatif du résultat qui va être généré par l'IA. Donc, voilà. Donc ça, vraiment, toujours respecter cette méthodologie-là. Donc, 6 blocs, plutôt généralistes. Donc, rôle obligatoire, tâche obligatoire, technique et méthode facultative, objectif obligatoire, contrainte obligatoire. Et le petit plus, c'est le prompt émotionnel avec cette phrase, cette mission est très importante pour mon activité professionnelle. Et là, normalement, vous devriez avoir des résultats quand même qui sont assez différents de votre prompt initial quand vous ne le faisiez pas avec cette méthodologie-là. Vous ferez l'essai. En suivant cette méthodologie-là, là aussi, s'il y a des questions, je répondrai bien évidemment juste après mon intervention. On pourra en échanger, voilà, s'il y a des façons de faire qui diffèrent à ce niveau-là. Donc, ce que je vous propose, c'est que là aussi, je me suis mise justement à votre place, que je l'étais il n'y a pas si longtemps, hein, donc sur la construction, sur l'élaboration d'un projet entrepreneurial. Et je me suis servie de différents outils. Vous allez voir, j'ai utilisé 5 outils qui me permettent en fait de commencer à élaborer, à commencer à concevoir un projet entrepreneurial de A à Z. Donc là, vraiment projet fictif. Je veux dire, j'ai aucune aspiration à développer ça pour le moment, en tout cas. Mais voilà, je me suis dit, OK, j'ai un projet, je souhaite ouvrir à Paris un bar à ramen inspiré des établissements traditionnels japonais proposant une expérience immersive
mêlant authenticité, convivialité et qualité des produits. Mon ambition est de créer un lieu différenciant capable d'attirer aussi bien les amateurs de cuisine japonaise que les touristes en quête d'une expérience culinaire dépaysante. Ok, donc ça c'est mon projet entrepreneurial. Ok, et donc là, comment je procède? Eh bien évidemment, premier jalon, hein, c'est la réalisation de l'étude de marché. J'imagine que vous êtes alors, soit en plein dedans, soit vous avez terminé cette étape-là qui est fastidieuse, hein, qui est pas évidente, hein, qui est aussi hyper chronophage, justement, d'aller confronter ses sources, etc., de capitaliser sur toute la matière que vous collectez, et puis après de savoir l'exploiter. Donc là, comment je réalise une étude de marché complète, rigoureuse et fine grâce à l'IA générative? Bien évidemment, c'est la co-construction, hein, je le rappelle, mais votre expertise avec l'outil d'IA générative, eh bien là, j'ai utilisé un outil qui s'appelle GenSpark. Je vous en ai parlé justement auparavant. Alors GenSpark, vous le retrouverez, puis comme ça, on vous enverra bien évidemment les slides. Vous pourrez tester et peut-être utiliser le prompt que j'ai fait. Je vous ai mis à chaque fois les prompts hein, que j'ai eh bien proposé pour avoir le résultat escompté qui est juste à droite. Mais là, comment j'ai procédé? Eh bien, je sais que GenSpark est en capacité de rédiger des rapports écrits plutôt complexe, plutôt intéressant justement à la fois dans le fond, mais aussi dans la mise en forme. Et donc du coup, je lui ai confié en fait cette tâche-là d'étude de marché. Donc là, qu'est-ce que je lui ai dit? Je lui ai dit, tu dois réaliser une étude de marché la plus exhaustive possible hein, et la plus fine, en identifiant les acteurs présents sur le marché, les barrières à l'entrée, les concurrents positionnés sur cette activité à Paris et plus largement sur l'ensemble du territoire national. L'objectif est de maîtriser l'univers du ramen en France afin de développer une stratégie de différenciation la plus offensive possible en France, donc là je lui donne un petit peu de contexte, dans l'inconscient collectif, la gastronomie japonaise est principalement reliée à la consommation de sushis et pas forcément de plats comme les bento ou les ramen. Le document de synthèse de cette étude, en fait, de marché, doit tenir en 20 pages, donc là je lui donne une contrainte, vraiment qu'il la respecte, détaillant l'ensemble des recherches effectuées et en comportant également des préconisations pertinentes justement afin de développer un projet cohérent et réaliste. Et là, je rajoute le petit titre, le prompt émotionnel. Cette mission est très importante pour une activité professionnelle. Et donc là, vous voyez au niveau du résultat, il mouline pendant à peu près, il a mis quoi? Il a mis 4-5 minutes hein, vraiment à collecter l'ensemble de l'information et puis après à la synthétiser, à la formaliser. Et donc, il me sort une vingtaine de pages sur l'étude de marché eh bien, qui a été réalisée spécifiquement sur Paris et puis de manière un peu plus large sur l'ensemble du territoire français et avec des préconisations ciblées pour eh bien, que je puisse pousser certaines idées en priorité et développer une stratégie de différenciation par rapport à mes concurrents positionnés sur le marché. Donc, un très bon outil pour faire ça, c'est GenSpark. GenSpark, là aussi, on est initialement sur un outil gratuit, puis vous allez quand même assez rapidement basculer, vous avez quelques crédits qui se régénèrent mensuellement, mais vous après basculez sur un outil qui est payant et qui est au même coût qu'un ChatGPT, il est à 23 ou 24 euros. Euh, et il permet vraiment de faire plein de choses, de la conception de slides, de la création de tableurs Excel, notamment de tableurs de pilotage, la retranscription de compte rendu de réunion, de la rédaction de rapports écrits comme par exemple là j'ai fait, la conception de visuels aussi, il est super bon par exemple dans la conception de flyers, d'affiches promotionnelles, de posts. Il est très complet cet outil. En fait, cet outil, c'est un outil qui centralise 80 agents IA, donc 80 en fait experts métiers, experts dans leur domaine, donc bien évidemment sous forme d'outils. Hein. Donc vous cliquez sur l'outil qui vous correspond. Si vous souhaitez faire des vidéos, si vous souhaitez faire des images, si vous souhaitez faire des rapports écrits, vous cliquez sur le bon agent et après vous promptez de la manière eh bien que je vous ai présenté auparavant. Vous êtes le plus exhaustif possible dans votre commande et puis après vous avez ce résultat-là que vous allez retravailler et que vous allez optimiser. Donc ça, première étape, réaliser une étude de marché complète, rigoureuse et fine. Voilà, je l'ai fait avec GenSpark. Deuxième étape, et là aussi, comme ça, vous aurez, quand vous aurez des slides, vous pourrez aussi peut-être reprendre pas à pas et peut-être le transposer à votre projet entrepreneurial. Je me suis dit, OK, d'accord, j'ai une super étude de marché, bien évidemment que j'ai retravaillé dans les grandes lignes. Et par contre, maintenant, il me faut un univers visuel de mon projet de bar à ramen. OK, donc j'avais quelques idées, etc. Et là, je sais que par exemple, pour eh bien, faire un univers visuel, pour avoir une belle affiche, pour avoir oui, une image, un visuel qui va être suffisamment sexy justement pour susciter l'intérêt eh bien, des différentes parties prenantes, des business angels, des investisseurs, mais également voilà, des clients, eh bien, il me fallait un super univers visuel. Et donc là, je me suis dit, OK, donc il y a deux outils qui sont maintenant très utilisés sur le marché. Il y a bon, ChatGPT, la version image 2.0 que vous connaissez, peut-être que vous utilisez actuellement,
alors qui est beaucoup plus quali hein, que il y a quelques mois, parce qu'en fait en avril, eh bien, elle s'est dotée de cette deuxième version, et donc du coup en fait c'est maintenant la seule IA générative de visuel qui réfléchit avant d'exécuter et avant de concevoir l'image. Donc du coup il y a plus d'erreurs sur les textes. Ça aussi c'était infernal avant. Vous conceviez un visuel, il y avait toujours des erreurs. Là, il y a plus d'erreurs justement dans la partie textuelle sur l'image. Donc ça, c'est hyper intéressant. Il va aussi eh bien scraper de l'information sur Internet. Donc c'est-à-dire qu'il va aller chercher votre logo éventuellement si c'est une structure existante, mais il va aller chercher des inspirations, des choses comme ça. Donc ChatGPT Image 2.0, ou vous avez un autre outil peut-être que vous connaissez qui s'appelle Nano Banana. Nano Banana qui est en fait gratuit, qui est l'IA générative de visuel proposée par Gemini, qui en fait est l'écosystème IA de Google. Donc, Nano Banana, qui est voilà, un super outil vraiment, à condition de savoir bien prompter. Et donc là, je vous montre. Donc, vous voyez, donc j'ai utilisé Nano Banana et j'ai obtenu donc le visuel suivant à partir du prompt eh bien, que je vais vous lire. Donc là, je lui remets à chaque fois mon projet. En fait, j'ai copié-collé les quelques lignes que j'avais mis sur la première slide qui mentionnait voilà, quel était mon projet. Donc, je lui ai remis ça. Et après, je lui ai dit quoi? Tu dois concevoir une affiche promotionnelle de mon bar à ramen, se situant à Paris dans le 8e. Donc là, je lui donne aussi des éléments de localisation pour qu'il puisse comprendre un peu le positionnement que je veux. L'objectif est de disposer d'un univers visuel premium, inspiré du Japon, présentant le ramen comme un mets de luxe à destination d'une clientèle française aisée. L'univers du bar à ramen doit être doré et noir. Le nom du bar à ramen est Ramena. Là aussi, on aurait pu brainstormer avec l'IA sur eh bien, le bon nom, justement, pour avoir un tel positionnement. Il doit figurer de manière stylisée, comme écrire à la langue de Chine, symbole de raffinement et d'élégance. Et là, le petit tips à chaque fois, cette mission est très importante pour mon activité professionnelle. Et donc, à partir de ça, j'aboutis à une affiche voilà, promotionnelle qui me semble pas mal. Bien évidemment que j'aurais pu retravailler. Hein, là aussi, je l'ai fait voilà, dans un temps en partie qui était assez court, mais j'aurais pu le retravailler. Mais on comprend bien l'ADN, l'essence même en fait de mon projet. C'est-à-dire qu'on veut de l'élégance, on veut du raffinement, on veut voilà le ramen qui passe en vie voilà qui c'est pas de la grosse tambouille clairement, on est sur un plat raffiné et qui va justement susciter peut-être l'envie des clients parisiens ou même clients français ou internationaux mais plutôt aisés, donc voilà sur un positionnement un peu premium. Donc voilà, donc ça, à partir de Nano Banana, vous voyez donc cet outil-là, et un bon prompt, on peut aboutir à des visuels qui sont assez interactifs. Et là aussi, j'aurais pu décliner en fait l'affiche sous différents formats, c'est-à-dire, ok, j'ai mon univers visuel, eh bien, crée-moi les posts de réseaux sociaux associés, crée-moi ma bannière LinkedIn, crée-moi par exemple, je sais pas, des goodies. Là aussi, on aurait pu faire des tabliers si on décline vraiment le concept de manière enfin, la plus aboutie possible. On aurait pu lui dire, voilà, conçoit des goodies, notamment des tabliers avec Ramena, avec un ramen plutôt stylisé, justement. On aurait pu faire plein de choses et pousser l'idée la plus loin possible. Donc, et ça se fait avec Nano Banana. Par contre, néanmoins, et là, c'est vrai que je l'ai pas mis dans mon prompt et ça aurait pu être intéressant, précisez-lui le format. Si vous faites après les tirages, si vous faites des impressions, essayez vraiment de stipuler, est-ce que vous souhaitez un flyer en A4, est-ce que vous souhaitez plutôt un flyer en A3, etc. Précisez-lui eh bien, la dimension pour qu'après le tirage se fasse plutôt facilement. Donc ça, conception de l'univers visuel eh bien, avec Nano Banana. Troisième outil, que j'ai utilisé, eh bien, c'est pour la création d'un deck permettant de présenter mon projet Ramena. OK, donc là, on a un super univers visuel, on a une super étude de marché qui confirme justement l'intérêt de se positionner sur eh bien, ce segment-là. Donc, OK, maintenant, par contre, il faut rendre le projet intéressant, intuitif, attractif pour éventuellement soit les investisseurs, mais également les clients. Et donc, du coup, il me faut des slides de présentation. Et donc là, je vais m'aider justement d'un outil qui s'appelle Gamma, dont je vous ai parlé auparavant. Et donc là, vous voyez ce que j'ai fait. Donc là, vous voyez le résultat. Hein, clairement, c'est des slides. Je lui ai poussé mon affiche que j'avais faite en étape 2, donc sur Nano Banana. Je lui ai mis pour qu'il comprenne un peu l'univers visuel, hein, et bien justement de mon projet entrepreneurial. Et là, qu'est-ce que je lui ai dit? Tu dois, donc là, j'ai repris toujours le même template, hein, les mêmes phrases justement de projet. Et je lui ai rajouté, tu dois concevoir un deck de présentation professionnel destiné à convaincre les différentes parties prenantes de rejoindre l'aventure Ramena, investisseurs, banques, partenaires, fournisseurs et futurs collaborateurs. Le deck devra comporter une dizaine de slides et traiter les éléments principaux, jeunesse du projet, concept Ramena, expérience client,
L'univers visuel doit être le même que celui de l'affiche en pièce jointe. Le deck doit refléter le raffinement, l'exigence et l'authenticité de la culture japonaise, tout en rassurant sur le sérieux entrepreneurial du projet. Cette présentation est stratégique pour le lancement de mon activité et doit donner envie aux parties prenantes de participer activement au développement de Ramena. Voilà, donc ça, vous voyez, ça me donne une dizaine de slides hyper bien construites. Là aussi, j'ai la main pour modifier s'il y a besoin. Soit les images, je peux en régénérer, je peux également en implémenter si j'en ai par exemple certaines que j'aurais pris voilà, au Japon, etc. Donc ça, j'ai cette possibilité aussi d'incrémenter de la data ou éventuellement de la faire évoluer et d'en régénérer des images avec l'IA. Et là aussi, d'un point de vue textuel, purement, eh bien, je peux tout changer. Je peux changer vraiment les titres, je peux changer alors, la typographie, je peux changer aussi le contenu, je peux changer les schémas, je peux changer vraiment, je peux tout changer. Et après, je peux exporter. Et là aussi, possibilité d'intégrer, d'incorporer votre charte graphique. Si par exemple, j'avais fait une charte graphique avec un fichier justement stipulant la typographie, les couleurs, les codes couleurs, etc. Ça, j'aurais pu l'implémenter dans Gamma et ça m'aurait décliné mes slides en respectant ma charte graphique. Donc ça, c'est possible. Et là aussi, après, possibilité d'exporter dans nos différents formats, PowerPoint, PDF, etc. Et donc, du coup, facilitant justement la diffusion de ce support à destination des différentes parties prenantes. Donc ça, super outil vraiment pour la conception de slides. Néanmoins, il y a une alternative. Si vous souhaitez quelque chose de plus corporate et d'un peu moins fantaisiste, vous pouvez aussi faire vos slides sur Genspark. Genspark, la conception de slides est vraiment très très bonne. C'est vraiment deux leaders sur le marché, hein, clairement, sur la conception de deck. Et donc, du coup, n'hésitez pas à manipuler, à mettre votre charte graphique, etc. Et par contre, à être précis sur votre commande. Là aussi, vous voyez la longueur du prompt, mais nécessaire justement pour avoir des résultats qualitatifs. Là aussi, petit tips supplémentaire, quand eh bien, vous faites justement vos prompts qui sont assez longs, créez un fichier Word ou un fichier Excel qui va en fait constituer votre bibliothèque de prompts. Et donc, du coup, vous allez pouvoir eh bien, injecter l'ensemble des prompts que vous faites et après ne jamais repartir de zéro. Vous aurez toujours, là vous voyez, à chaque fois, moi je repars pas de zéro, hein, je reprends une grande partie justement du prompt que j'ai fait auparavant et je la réexploite et après je la transforme pour bien évidemment eh bien, répondre aux besoins en question. Mais voilà, ça évite de repartir de zéro à chaque fois. Donc ça, c'est Gamma, super outil pour faire des decks. Quatrième outil, pour la partie communication sur le projet Ramena. OK, donc on a un super deck, on a une super univers visuel, on a une super étude de marché. Là, maintenant, il faut communiquer de manière offensive sur le lancement du projet. Et donc là, un super outil aussi pour faire vos posts LinkedIn, en tout cas pour ceux qui ont un peu plus de difficultés eh bien, à écrire, à communiquer sur leur projet entrepreneurial, qui est un super outil qui s'appelle Magic Post. Magic Post, vous avez une dizaine d'essais gratuits, je crois, une dizaine de posts gratuits. Après, vous basculez sur aussi un forfait payant, je crois, c'est une vingtaine d'euros. Mais là aussi, résiliable à tout moment, hein. Par exemple, si vous avez beaucoup de posts ou si vous souhaitez, par exemple, concentrer la rédaction de vos posts sur un mois et puis après résilier le mois suivant, ça, c'est envisageable, hein. Éventuellement, il y a possibilité aussi d'avoir ces approches un peu plus malines sur le plan financier. Et donc, du coup, Magic Post, super outil pour eh bien avoir des générateurs d'accroche, pour avoir des hooks hyper percutants, pour avoir aussi même des contenus qui sont rédigés, en tout cas grâce à l'IA. Bien évidemment, vous pouvez réoptimiser, parce que là aussi, il y a un risque de standardisation des contenus. Ça, vous avez peut-être vu sur LinkedIn, mais les posts qui sont entièrement rédigés par l'IA, on le voit de manière très simple et on perd l'ADN, on perd vraiment la plus-value du projet. Donc attention à ça, mais ça peut vous faire une bonne base justement de posts LinkedIn ou de posts Facebook, etc. Et après, vous retravaillez, vous optimisez. Et donc là, qu'est-ce que je lui ai dit? Donc je reprends toujours la même trame et je le complète en disant, tu dois concevoir un post LinkedIn percutant et attractif afin de communiquer sur le lancement du projet Ramena le 8 octobre 2026. Le hook doit être différent de ce qui se fait actuellement sur LinkedIn et doit permettre d'interpeller les différentes parties prenantes. Et avec le type, cette mission est très importante pour mon activité professionnelle. Et donc là, ça me donne par exemple des résultats. Ouvrir un bar à ramen dans le 8e, cela peut sembler audacieux. Voilà ce qui m'a poussé à franchir le cap, etc. Donc voilà, des hooks percutants qui permettraient justement eh bien, de susciter l'intérêt de vos interlocuteurs. Donc ça, c'est intéressant. Magic Post. Donc à tester aussi. Et dernier outil à vous faire connaître, peut-être que vous connaissez pour certains, c'est un super outil qui est, selon moi, pas suffisamment mis en avant sur le marché, mais vraiment super outil à tester et qui permet en fait de la conception de podcasts.
Là, par exemple, cinquième étape, ok, donc on a fait toutes les étapes un peu de communication. Eh bien, on veut renforcer cette partie-là vraiment en termes de com. Et on veut créer un podcast là aussi avec des moyens limités, puisqu'on est en lancement justement de projets entrepreneurial. Et donc, pour communiquer sur le lancement officiel de Ramena à Paris. Et donc là, comment on procède? Il y a un outil qui s'appelle Notebook LM, peut-être que vous connaissez. En fait, c'est un super outil qui a la particularité bien, de permettre aux utilisateurs de créer leur corpus documentaire. Donc, c'est-à-dire en fait que vous avez la possibilité de mettre jusqu'à une cinquantaine de sources, donc des vidéos YouTube, des PDF, des PowerPoint, des choses comme ça. Vous créez en fait votre bibliothèque de ressources, donc sur une thématique. Là, par exemple, je lui ai mis mon affiche de Ramena, je lui ai mis mon étude de marché, je lui ai mis par exemple mes slides que j'avais faites avec Gamma, etc. pour qu'il comprenne bien le contexte dans lequel il évoluait. Et donc, en fait, le Notebook LM va aller produire des livrables uniquement à partir des ressources que vous lui avez mises. Il va pas, comme par exemple ChatGPT, il va pas aller chercher, il va pas aller scraper l'information sur le net, clairement pas. En fait, il reste uniquement en circuit fermé, il reste dans vos sources et il produit des livrables par rapport aux sources que vous lui avez mises. Donc c'est ça qui est hyper intéressant là-dessus. Et donc moi, voilà, je lui ai mis un peu ce type de ressources et je lui ai dit quoi? Donc je garde toujours la même trame et je lui dis, tu dois créer un podcast promotionnel d'une minute afin d'annoncer le lancement du bar à ramen Ramena à Paris dans le 8e arrondissement le 8 octobre 2026. Le podcast doit être vivant et doit susciter l'envie de venir déguster les meilleurs ramen concoctés par nos chefs. Cette mission est très importante pour mon activité professionnelle. Et donc ça, c'est Notebook. Alors, Notebook permet de créer des podcasts, mais pas seulement. Il permet de créer des vidéos, il permet de créer des infographies, il permet de créer des tableurs Excel, il permet de créer des slides, il permet de créer des quiz. Éventuellement, par exemple, si vous souhaitez aussi faire monter en compétence une fois que vous aurez des équipes sur une thématique en particulier, ça, c'est possible. Vous pouvez concevoir des quiz, des fiches thématiques, ça, c'est possible avec Notebook. Voilà. Et donc là, en espérant que vous ayez... N'hésitez pas à me dire si ça marche ou pas, si vous entendez mon podcast. Alors, hop. Ah, peut-être que comme je suis en partage d'écran, ça va pas fonctionner. De toute façon, je vous ai mis l'audio dans les slides, comme ça vous pourrez écouter justement la minute de podcast et bien qui a été ok, il y a un super bar à ramen qui arrive à Paris, etc. Vraiment pour susciter en fait l'envie de venir bien visiter ce restaurant, enfin ce bar à ramen. Donc, super outil qui en fait permet de générer un podcast à moindre coût, c'est-à-dire en fait de manière complètement gratuite. Donc ça c'est intéressant même pour vous pour communiquer sur vos projets. Donc voilà. Donc j'ai terminé moi en termes de d'intervention, en termes de contenu que je pouvais vous partager aujourd'hui. Là aussi, il nous reste une trentaine de minutes. S'il y a des questions, même sur vos projets entrepreneuriaux, éventuellement même faire le lien avec l'IA, comment vous pourriez utiliser l'IA dans vos projets, n'hésitez pas. C'est le moment où on dispose de ce temps ensemble, donc n'hésitez pas et je vous écoute. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, bonjour, Paul Vert, Bonjour. bonjour. Je suis en conseil, formation et recherche D'accord. en taille de pierre et j'utilise beaucoup le fait de me faire poser des questions par Oui. l'IA pour pouvoir co-développer les projets. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, moi, je trouve que c'est une super approche parce que ça évite aussi de prendre vraiment pour argent comptant en fait ce que te dit l'IA et donc du coup, tu es vraiment dans ce mode en fait de questionnement et plus de collaboration avec l'IA. Donc moi, je trouve que c'est une super approche vraiment et c'est à conserver. Enfin moi, tu vois, lors de mes formations, j'incite vraiment à adopter cette approche-là de questionnement systématiquement par l'IA, de pas faire uniquement en fait générer un résultat avec cette technologie-là, mais d'adopter cette approche de questionnement. Donc vraiment super approche. Et tu as un conseil de prompt justement pour poser les questions pertinentes? Enfin, est-ce Bah, qu'il faut reprendre le prompt que tu nous as proposé tout à l'heure ou justement... oui, tu peux reprendre en fait le prompt, justement, la première partie du prompt en lui donnant ce rôle-là et en lui disant en fait tu dois me guider sur l'ensemble des étapes et donc me poser différentes questions me permettant en fait de monter en compétence, de me professionnaliser sur tel ou tel sujet ou éventuellement d'avancer dans mon projet entrepreneurial. Et donc là, par exemple, tu peux mettre entre parenthèses la typologie des questions que tu souhaiterais que l'IA te pose. Est-ce que, par exemple, c'est des questions plus sur la stratégie à adopter? Est-ce que
que c'est des questions plus, par exemple, sur les ressources à mobiliser, des choses comme ça, tu peux lui guider tu peux le guider dans ton prompt. Est-ce que c'est clair pour toi? Ouais, très bien, merci. Ok, parfait. Andrea, oui. Oui, j'ai une question. Déjà, c'était très utile, tout ce qui est tout, tu as nous présenté. Merci pour ça. Je travaille sur un développement d'une application. J'ai un développeur aussi qui m'aide beaucoup. Mais j'aimerais bien savoir, à ton avis, est-ce qu'il y a une IA qui peut me vraiment aider? Pour faire une application, Oui. oui. Alors, il y a plusieurs IA notamment qui permettent en fait de faire des applications web plutôt, et même mobiles là de plus en plus. Mais vraiment, si on se concentre sur la partie application web, il y a Lovable, peut-être que tu connais. Oui, j'ai entendu parler, oui. Lovable, donc Lovable, qui est pas mal. Sinon, il y a aussi une autre alternative qui est plus performante, moi je trouve, qui s'appelle Base 44. Base 44. Base 44, BASE 44, et Ah, qui permet d'accord. de concevoir des applications plus poussées voilà, que simplement Lovable. Et tu peux vraiment. Alors par contre, là aussi, moi j'ai un tips là-dessus, c'est-à-dire que je suis pas moi développeuse du tout. Donc quand je veux concevoir des applications, eh bien j'ai parfois aussi, j'oublie en fait, j'omets certains détails en fait dans mon prompt. Et donc ce que je fais, c'est que je vais faire du reverse prompting, c'est-à-dire Mhm. qu'en fait je prends ChatGPT, Oui, je lui demande de rédiger de la manière la plus exhaustive possible le meilleur prompt pour l'injecter sur base 44 pour concevoir une application sur telle ou telle thématique. d'accord. Donc en fait, ChatGPT me rédige un super prompt avec aussi même la partie back-end et des choses comme ça que j'injecte sur base 44, je fais juste un copier-coller et Mhm. après je laisse tourner base 44 et après ça me conçoit justement une application. D'accord. OK. Et après tu as aussi la partie, alors si par exemple ton collègue justement est calé est développeur, s'il est plutôt calé sur cette partie-là, il y a Claude Code après. Mhm. Peut-être Claude Code aussi peut être intéressant justement parce qu'en fait il va faire à la fois la partie front-end et puis aussi la partie back-end. Et donc du coup tu auras une application vraiment hyper opérationnelle en fait dès la fin justement de ce qu'a généré l'IA. D'accord. Ok, bah, super. Bah, je te remercie. Pas de souci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'autres questions? Non? Bon, c'est la pause méridienne aussi, donc j'imagine que voilà, vous avez pris un peu de temps aussi, vous vous êtes libéré pendant cette pause-là. En tout cas, s'il n'y a pas d'autres questions, moi ce que je vais faire, c'est que je vais bien évidemment vous remercier d'avoir participé à ce webinaire. Je reste à votre disposition. Là aussi, vous avez mes coordonnées, hein, vous pouvez me retrouver facilement sur LinkedIn, hein, Sarah Bureau, donc Proximia. Et s'il y a éventuellement des besoins justement euh, d'éclairage ou de questions supplémentaires, bah, n'hésitez pas voilà, à me retrouver par ce biais-là et puis je me ferai un plaisir d'y répondre. Super, bah, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci Sarah Merci. pour la présentation Merci. et merci également à tous les participants pour les questions pour la présence aujourd'hui. Et on vous espère dans le prochain Tout savoir sûr. Et bonne fin de journée. Merci. Merci beaucoup. Au Merci. Bonne revoir. journée. Au revoir.